Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a été réglé autrement que par la guerre. Cette phrase est de Winston Churchill. Le problème avec Churchill est qu'il se trompait rarement. Le monde court-il à la guerre comme les somnambules que furent les acteurs et les observateurs de l'été 1914, dont un historien, Christophe Clark, a tiré un livre qui fait aujourd'hui référence. La thèse principale est qu'il n'y a pas un coupable, mais des co-responsables, d'où le titre du livre « Les somnambules, une marche commune à la guerre ». La deuxième thèse est une conséquence, il faut relativiser le poids de l'Allemagne dans l'escalade de l'été 14. En 2013, le livre a passionné les lecteurs parce qu'il proposait un regard différent sur la Première Guerre mondiale. En 2022, nous avons une analyse binaire du conflit russo-ukrainien. L'histoire est toujours plus complexe et la réalité sans doute multiple. Sommes-nous les somnambules du temps présent ? Marchons-nous tous collectivement vers la guerre ? Voilà une question qui tourmente sans doute beaucoup d'entre nous. Éric Zemmour est avec nous ce matin. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Sommes-nous les somnambules de 2022 ? Toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas de boule de cristal. Et je m'épargnerai même le ridicule de faire des prédictions. Donc, je ne sais pas. Effectivement, on voit bien que Poutine avait sous-estimé la résistance ukrainienne. On voit bien que, si vous voulez, il y a deux façons de voir les choses. En fait, pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie, c'est la même chose, c'est le même peuple. Et pour les Ukrainiens, manifestement, ils sont en train de forger une identité nationale dans ce combat contre la Russie. Pour eux, ils sont une colonie qui se détache de la Russie, un peu comme notre Algérie. En revanche, pour Poutine, lui se voit comme une espèce de Lincoln qui empêche une guerre de sécession. Et voilà, on a les deux points de vue s'affrontent, et ça monte. Et effectivement, la guerre s'enlise. Au fur et à mesure que Poutine s'enlise, il va vouloir monter encore les enchères et la guerre va devenir de plus en plus dure. Vous allez être avec nous durant ce premier quart d'heure. On va parler de trois choses. La séquence La France insoumise, la proposition d'Emmanuel Macron, l'accueil des étrangers dans le monde rural. Et puis on parlera également de l'école. Mais il est 9h, Audrey Berthaud. Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Ce matin, l'heure sera aux réquisitions et à la plaidoirie de la défense. Enfin, près de 6 Français sur 10 pensent que fermer la centrale de Fessenheim était une mauvaise décision. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. La centrale avait été fermée en 2020 contre l'avis de plusieurs défenseurs du nucléaire. 3 thèmes, je l'ai dit avec vous ce matin, la séquence La France insoumise, Emmanuel Macron qui imagine davantage de migrants à la campagne, et puis on parlera de l'école. Clémentine Autain et Daniel Obono ont reconnu ce mardi lors d'une conférence de presse des parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale des tâtonnements dans la gestion des cas de violences sexistes au sein de la France insoumise après la mise en retrait d'Adrien Quatennens. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot et vous allez pouvoir réagir à cette séquence. Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui ont eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a des violences sexuelles et sexistes faites contre les femmes, eh bien, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis. Éric Zemmour, que vous inspire la séquence, la mise en retrait d'Adrien Quatennens, les tweets de Jean-Luc Mélenchon, la séquence, j'ai envie de dire, la France insoumise? D'abord, comme beaucoup de gens, un grand sourire narquois. Vous savez, c'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui, parce qu'il nous a fait la morale, et puis après, on le retrouve dans des circonstances autres. Eh bien, les gens de la France insoumise, c'est la même chose. C'est eux qui ont forgé notre monde d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait de la vie privée
un sujet éminemment politique. C'est eux qui ont dit cette phrase fondamentalement totalitaire, la vie privée est politique. Et donc maintenant, ça leur saute au visage. Évidemment, ça se retourne contre eux. Mais c'est un vieux classique révolutionnaire. Vous savez, on dit toujours la révolution mange ses enfants. Et bien là, la révolution forgée, la révolution déclenchée par les gens de la France insoumise, cette révolution totalitaire, est en train de manger les enfants de la France insoumise. Vous savez, l'histoire de la Révolution, qu'est-ce que c'est ? Vous vous souvenez ? Mirabeau, Danton, Robespierre, à chaque fois, il y a plus à gauche, il y a plus révolutionnaire. Et les révolutionnaires d'hier sont considérés comme des traîtres à la Révolution. Et bien là, c'est la même chose. Ils ont déclenché cette révolution. Et bien maintenant, ils sont mangés par cette révolution. Et vous verrez, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus que des femmes à la France insoumise. Et 5 ans plus tard, il n'y aura plus que des femmes racisées, comme ils disent, c'est-à-dire des femmes noires ou maghrébines. Parce que c'est la révolution. Sandrine Rousseau et Clémentine Autain auront la peau de Jean-Luc Mélenchon. Et son tweet était très intéressant. Tweet de Sandrine Rousseau de Jean-Luc Mélenchon quand il défend son ami Quatennens. Très intéressant, pas pour ce qu'on a dit, mais pour une raison encore fondamentale qui est que ça prouve qu'il ne comprend plus que la révolution est en train de l'avaler. Vous savez, Kundera a une très jolie phrase, il dit « Qu'est-ce que la gauche ? Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une ambition, un idéal, non, c'est une grande marche. C'est-à-dire il faut marcher. Peu importe vers où on marche, l'important c'est de marcher. » Et bien Jean-Luc Mélenchon, avec son tweet, a montré qu'il ne marchait plus. Et donc, à partir du moment où on ne marche plus à gauche, on est mort. Dans 10 ans, Clémentine Autain dira que Jean-Luc Mélenchon était un homme de droite. Comme aujourd'hui, ils disent que Valls est un homme de droite. Comme même moi, vous savez, Pascal, moi, ce que je dis sur l'immigration, l'assimilation et tout ça, c'était le discours de la gauche jusqu'aux années 50-60. Et puis aujourd'hui, la gauche m'a abandonné, m'a largué. Et donc maintenant, il me traite d'extrême droite. Mais sur le fond, on peut considérer que c'est une bonne chose que M. Quatennens se retire, puisque lui-même admet qu'il a donné une gifle à sa compagne. Moi, si vous voulez, je considère que ces histoires-là sont du domaine privé. Ce ne sont pas du domaine politique. Donc c'est du domaine privé, c'est la loi. S'il a fait ça, c'est mal, donc il doit être puni. Mais et encore faut-il qu'il y ait une plainte. C'est du domaine privé. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais encore une fois, c'est l'éthique d'un responsable politique. C'est l'éthique d'un. Est-ce que quelqu'un qui frappe sa femme peut-il avoir une fonction politique dans la société ? C'est une bonne question. Moi, non, c'est pas une bonne question. Ah bon ? Non. Oh, excusez-moi. Frapper sa femme, c'est mal. Mais c'est la justice qui doit punir ce genre d'acte. S'il y a plainte. Mais il y a une éthique quand même d'un homme politique. Non. Parce que vous êtes rentré dans leur système. Vous considérez que ce qui se passe dans la vie privée relève de la politique. Vous avez été contaminé vous-même, Pascal Praud. Mais voyez, ils ont réussi. Même pour quelqu'un comme vous, vous considérez que ce qui se passe dans le domaine privé a une conséquence sur le plan politique. Non. Ça, c'est une conception totalitaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va surveiller les gens, en disant... J'ai envie de connaître un tribunal révolutionnaire, d'ailleurs. Leur comité, des violences, etc. C'est quoi ? C'est un tribunal révolutionnaire. Et Sandrine Rousseau, elle accuse, comme sous la Révolution, comme sous la Terreur en 1793, elle accuse les uns et les autres. Maintenant, c'est Julien Bayou, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Vous voyez ? C'est la Révolution qui mange ses enfants. Bon, les violences sexistes, elles existent à droite ou à gauche. De toute façon, Damien Abad a été soupçonné et il est présumé innocent, comme toujours, mais il est sorti du système. Comprenez bien. Parce qu'il y a une exigence d'éthique sur ceux qui nous gouvernent, pas que sur ceux qui nous gouvernent, d'ailleurs, sur ceux, c'est vrai pour un chanteur. Il y a un comédien, par exemple, qui est dans une affaire de violence sexiste. Il est sorti du système. Encore une fois, Pascal, cela relève du domaine privé et de la justice. Le public, ce que je veux vous dire, c'est que le public n'accepte pas ça. Le public n'accepte pas. Quand il apprend ces infos-là, il n'accepte pas. Le public a été endoctriné par cette propagande. Le public, il ne sort pas de tout seul. Le public qui a 30 ans, il n'aurait pas parlé, il n'aurait pas raisonné comme ça. Donc il y a une machine de propagande. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais dans mon discours de la rentrée d'université d'été de grand endoctrinement. Deuxième sujet, si vous le voulez bien, parce que le temps nous presse, c'est Emmanuel Macron et, si j'ose dire, les migrants à la campagne. Il a dévoilé jeudi les contours du futur projet de loi sur l'immigration qui doit être présenté début 2023 et parmi les mesures possibles, envoyer des réfugiés à la campagne. Alors vous avez réagi dans un tweet, Macron ne nie plus l'existence du grand remplacement, il l'assume et il l'aime. Il veut l'organiser avec enthousiasme. Bon,
vous êtes servi d'une phrase peut-être pour tirer une interprétation que je pense le président n'imaginait peut-être pas. Moi, je pense qu'aussi. Moi, vous savez, je trouve qu'il y a une espèce de... Chacun trouve son vocabulaire. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on en parlait, appelle ça la créolisation. Et Emmanuel Macron a trouvé, lui, son mot, c'est la transition démographique. Qu'est-ce que ça veut dire, transition démographique ? Ça veut dire qu'on est en transit d'une situation, c'est-à-dire le peuple français, blanc, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, etc., à un autre peuple. Transition démographique. Les mots ont un sens. Ça s'appelle le grand remplacement. Donc, jusqu'à présent, on ne savait pas exactement ce qu'il en pensait. Maintenant, on sait. On sait que non seulement il l'accepte, mais il l'aime et il veut l'organiser. C'est quand même une nouveauté extraordinaire. On a changé non pas de degré, mais de nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et on le sait, tous les gens nous en parlent, et les livres de Christophe Guilluy, vous vous souvenez, le racontent très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, ils ne supportaient plus les Français de souche. Les Français de souche. Et même d'ailleurs Guilluy l'explique très bien, parce qu'il y a plein de Français dans les banlieues. Même les immigrés, en particulier du Maghreb, qui veulent éduquer leurs enfants à la française, quittent ces banlieues. Parce que c'est absolument insupportable et que le mode de vie n'est plus un mode de vie français, mais un mode de vie islamique, avec les boucheries halal, avec les femmes voilées, etc. Donc, les gens quittaient la banlieue. Ils allaient dans les petites villes. Et puis, petit à petit, les petites villes, elles aussi, ont subi les ravages de l'immigration à cause de la loi SRU, etc. Et maintenant, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron ? Dans le moindre village, il peut y avoir des centaines d'immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français ne peuvent plus fuir. Ils doivent changer de pays maintenant pour fuir les ravages de l'immigration et de l'islamisation du pays. C'est ça que nous dit Emmanuel Macron. C'est gravissime. Ceux qui attaquent votre discours relèveront dans la formulation que vous avez utilisée. Les Français ont quitté les banlieues et ils verront dans cette phrase-là que vous ne considérez peut-être pas ceux qui vivent en banlieue, qui ont la nationalité française, qui sont nés sur le sol de France, comme des Français. Mais mon cher Pascal, je vais vous dire, quand vous interrogez des enfants dans des écoles, on a fait l'expérience 10 fois, des écoles de banlieue, et qu'on leur demande de quelle nationalité ils sont, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils vous répondent algériens, marocains, sénégalais. Peu vous répondent français. Moi, simplement, j'écoute ce que disent ces gens. Et quand ils estiment qu'ils sont français, quand ils éduquent leurs enfants à la française, ils sont français pour moi, comme pour tout le monde. Après, on se sent français ou on ne se sent pas français. Et il y a beaucoup de gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui ne sont pas encouragés à se sentir français puisqu'on ne vit plus à les françaises. Et que donc ce sont des territoires qui ne sont plus en France en vérité, qui sont pris par la civilisation islamique. Parce qu'il y a une civilisation islamique, une grande civilisation islamique, et qui a une capacité d'assimilation exceptionnelle d'ailleurs, et qui est en train de le montrer sur notre territoire. Donc vous savez... Moi, ça m'a fait penser, la déclaration d'Emmanuel Macron, à ce qui s'est passé dans tous les territoires colonisés. C'est-à-dire que dans tous les territoires colonisés, que ce soit au temps de la Rome antique ou de l'Algérie au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait ? On donnait des terres prises aux indigènes aux colonisateurs, aux colons, comme on disait. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il donne des terres, il va construire des habitations, il va donner de l'argent à des gens qui viennent de l'étranger. Ça s'appelle une colonisation. Pourquoi ces terres ont été désertées ? Mais parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de travail, il y a eu des désindustrialisations et des délocalisations, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus rien. Les gens sont partis à cause de ça. Moi, pendant la présidentielle, j'avais proposé exactement le chemin inverse de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'avais dit, on arrête toute entrée, et on arrête la loi SRU qui oblige à faire du logement social et donc à mettre des immigrés partout, et on expulse tous les gens qui n'ont absolument rien à voir ici. Délinquants, clandestins, chômeurs, etc. En fait, il y a une différence. Emmanuel Macron veut répartir, moi, je veux repartir. Et ce n'est pas la même chose. Bon, c'est souvent une discussion qu'on a eue ensemble sur la généralisation. Il y a évidemment, dans les banlieues, des Français d'origine étrangère qui se sentent... Bien sûr, mais d'ailleurs, je vous dis, bien sûr. Qui lui explique ça très bien, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bon. Dernière chose, parce que le temps presse, bien évidemment, je voulais parler de l'école. Et alors là, surprise,
J'ai lu Le Figaro littéraire la semaine dernière et je suis tombé sur un papier de Pierre Nora, une interview de Pierre Nora, grand intellectuel, Absolument. plutôt placé à gauche. Bien sûr. Et que ne fut-elle pas ma surprise? Voilà ce qu'écrit Pierre Nora dans ce livre, Une étrange obstination. Il dit « J'ai voulu respirer le parfum d'une époque aujourd'hui terminée et qui a été l'une des plus fécondes sur le plan intellectuel. Il est clair que l'on passe d'un type de culture à un autre, lequel paraît aujourd'hui à des gens de nos générations comme une forme d'inculture. Il dit notre culture classique était un mélange de 3 éléments, tradition d'humanisme, littérature, histoire, fort lien civique. Ces 3 éléments, dit-il, sont atteints, c'est certain. L'âge de Gutenberg est terminé, on passe à une culture fondée sur l'image, rajoute-t-il. Je ne dirais pas que la jeunesse actuelle est moins intelligente que nous, mais qu'elle vit une vie qui nous est étrangère, et c'est l'école qui est surtout responsable. Mais j'ai dit, mais Pierre Nora, il dit la même chose qu'Éric Zemmour? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, sur la gauche. Pierre Nora, il était de gauche. Et puis, la gauche l'a largué. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il se croit sincèrement encore de gauche. Et en fait, la gauche l'a largué, parce que la gauche, maintenant, c'est tout le contraire de ce pourquoi il a vécu, et ce pourquoi il a réfléchi, et ce pourquoi il a fait ses œuvres magnifiques, les lieux de mémoire, etc. Donc, c'est typique de ça. Et il a tout à fait raison. L'école aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 2 choses. Un, c'est l'effondrement du niveau scolaire. L'effondrement. Sur le plan de l'histoire, de la littérature, du français, de l'orthographe, des mathématiques. On est nul. C'est-à-dire qu'on est 23e sur 27 dans les classements PISA. On est au niveau de la Bulgarie. Et c'est phénoménal ce qui nous arrive. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, c'est la propagande. L'un et l'autre sont liés, d'ailleurs. On a abaissé le niveau pour que les enfants n'aient plus les moyens intellectuels et culturels de comprendre le monde. Et puis, ils sont maintenant des proies beaucoup plus faciles pour l'endoctrinement, le grand endoctrinement et la grande propagande. La grande propagande qui est ce que les Américains appellent le woke, c'est-à-dire, en fait, la défense de toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient raciales, etc. Et Emmanuel Macron nous met un ministre, M. Papendiaï, qui est un théoricien de cette idéologie woke, qui considère que, vous avez vu, il va aux États-Unis pour dire que la France est raciste. C'est magnifique. Merci, M. Papendiaï. Vous voulez qu'on l'écoute? C'était hier, on en a parlé d'ailleurs. Juste Papendiaï, cette sortie qui a pu étonner, parce qu'il est en dehors de France, il est dans une université de Virginie, et il explique effectivement que la France est raciste, alors que lui-même est un ministre. Je ne vous le fais pas dire. Il a été, en plus, il a eu accès à toutes les écoles de la République française. Et je rajouterais qu'il est d'une famille également qui est privilégiée en tout cas, qui a sa sœur Marie Ndiaye a eu un prix Goncourt. Lui, il a compris d'ailleurs ce que je dis. Il met ses enfants à l'école alsacienne. Oui. Écoutons-le. Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. L'organisation d'extrême droite, c'est vous. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Le discours, lui, pour la gauche républicaine du 19e siècle jusqu'aux années 60, est un raciste. Ou en tout cas un racialiste, parce qu'il parle de race. La France est universaliste. Elle méconnaît et elle ignore superbement les races. Donc ce monsieur tient un discours qui relève les races. C'est un discours au minimum racialiste. Et aujourd'hui, on nous traite d'extrême droite, alors que moi, je tiens le discours français traditionnel, c'est-à-dire assimilationniste, universaliste. Vous voyez, tout est cul par-dessus tête. Donc, ce qu'on a proposé avec mon parti Reconquête, on a organisé ce qu'on appelle les parents vigilants, c'est-à-dire un système avec les gens qui nous signalent tout ce qui les scandalise, tout ce qui les choque à l'école. Et on a déjà des listes et des listes d'événements. Exemple. Une infirmière qui passe dans les classes pour dire que les garçons peuvent porter des jupes. Un professeur qui organise une pièce de théâtre avec des acteurs nus devant les enfants. Des associations LGBT qui ont table ouverte dans un établissement. Des élèves qui nous écrivent. Je pense à un, par exemple, qui écrit « Je suis en première, je crois que c'est dans un lycée de Nice,
Et je souffre de la propagande insupportable. Alors, les cours de français, c'est un texte féministe d'Olympe de Gouges. Les cours d'anglais, c'est un texte sur le racisme aux États-Unis, etc., etc. Et on en a comme ça des dizaines et des dizaines. On a déjà notre mouvement Les Parents Vigilants, c'est plus de 20 000 personnes. Donc, je pense que nous allons maintenant harceler les établissements, parce que c'est absolument scandaleux de faire tout cela. Et donc, nous devons maintenant le dire publiquement et le faire remonter à la surface. Mais que les enfants soient prévenus ou alertés que tout le monde n'a pas la même vie sexuelle, que tout le monde n'a pas le même modèle, que ça développe une forme de tolérance pour ceux qui peuvent être différents, que nous puissions tous vivre ensemble avec des opinions, des sexualités, des regards différents. Peut-être est-ce une bonne chose. Pascal, est-ce qu'on vous a appris ça à l'école ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas avec des gens très différents, etc. Je pense, si vous me permettez, pour reprendre le cas, vous parliez des associations LGBT, c'est que quand, à l'école, j'avais 10 ans, 11 ans, s'il y avait dans la classe un garçon qui se sentait attiré par les garçons, il le vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, et c'était sans doute plus difficile, et peut-être était-il ostracisé dans la classe. D'abord, 10-11 ans, c'est un peu tôt. C'est là l'orientation sexuelle, c'est là qu'elle se déclare généralement. Vous êtes précoce, moi j'étais moins précoce que vous. L'orientation sexuelle, elle s'impose à toi. Oui. Enfin bon. Et ça dépend où, cher Pascal. Aujourd'hui, dans les écoles de banlieue, les gens, comme vous dites, les jeunes homosexuels se font plutôt casser la figure, beaucoup plus que dans nos écoles de notre temps. Excusez-moi. Non, mais je parlais de la tolérance, juste. Il vous reste 30 secondes. Sur la tolérance aujourd'hui, que peuvent peut-être je pense que l'école écouter ces minorités actives. L'école n'a pas à faire de la propagande, même pour des bonnes raisons. Voilà. L'école doit apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça serait déjà pas mal, parce qu'elle ne le fait plus. Donc, il faut reprendre les mérites, le rôle fondamental de l'école, revaloriser le mérite. Et vous avez vu, j'ai vu Papendai, le premier discours qu'il fait, il dit « Mon premier objectif, c'est le bonheur à l'école et la lutte contre les inégalités sociales. » Non. L'objectif, c'est le retour de l'excellence, du mérite à l'école. Eh bien, merci. Merci d'être intervenu sur ces 3 sujets.